Commençons par discuter de la dérivée d'un polynôme. Un polynôme, c'est un type de fonction qui est construit à partir de 4 opérations élémentaires. Alors, on se retrouve avec des termes comme x à la 3, x à la 17, ou en général x à la n, ce qu'on appelle des puissances entières positives. Il y a besoin que n soit un entier pas égal à 0. On a aussi des constantes. On travaille avec des multiples de fonctions. Quelque chose qui ressemble à 3x à la 3, ben c'est un multiple de x3. Moins 2x à la 17, un multiple de x à la 17. 6x à la n. Si n n'est pas 0 puis c'est un entier, ben c'est aussi un multiple d'une fonction. Puis finalement, on peut faire des sommes de fonctions. Cette expression-ci, c'est un polynôme. Ce qu'on va apprendre dans cette section, c'est à dériver chacun de ces outils ou de ces types de fonctions. On va apprendre à dériver les puissances entières positives, les constantes, les multiples d'une fonction en supposant qu'on connaît déjà la dérivée de la fonction, et la somme des fonctions en supposant qu'on connaît la dérivée de chacun des termes de la somme. Ce ne sont pas seulement des règles qui vont être valides pour les polynômes. Il faut que vous connaissiez la dérivée de deux fonctions. La règle, la dérivée de la somme des deux fonctions, c'est la même pour toutes les cas. Ben, c'est aussi le cas pour des polynômes. Ce qu'il faut savoir commencer par faire, c'est la dérivée d'une puissance entière positive. La x à la n, que je vous ai mentionné tout à l'heure, si n c'est un entier positif, on va appeler ça un polynôme fondamental. Tous les polynômes sont vraiment composés de termes qui ressemblent à des x à la n. Qu'est-ce que c'est la dérivée? Ben, on a besoin de se servir de quelque chose qui s'appelle la formule du binôme pour démontrer. Moi, je ne vous fais pas la démonstration, elle est disponible dans le livre, et vous pouvez la suivre ici aussi si ça vous tente. Tout ce que je vais vous faire remarquer, après vous avoir donné le résultat, c'est qu'on l'obtient, ce résultat-là, en se servant de la dérivée, en se servant de la définition de la dérivée, ce qu'on a introduit au début de la section précédente. Si vous avez une puissance entière positive, un x à la n, sa dérivée, c'est tout simplement n fois x à la n moins 1. Ce qu'on a fait, on a pris l'exposant, on rabaisse la ligne de base et on soustrait 1, l'exposant initial. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je vous disais la dérivée de x au carré de 2x à la 2 moins 1, ce qui s'est passé, c'est que l'exposant, la puissance qui était ici, ça devient une constante qu'on met en avant la puissance, puis là on soustrait 1 du 2 original. N, c'est ce qu'on va appeler le degré du polynôme. Comment ça se démontre? Comme je vous dis, là, je ne fais pas la démonstration avec vous. Tout ce que je vais vous faire remarquer, c'est qu'on commence par calculer la dérivée en se servant de la définition. Fait que la dérivée va être la limite lorsque delta x tend vers 0 de f de x plus delta x moins f de x sur delta x. Puis nous, spécifiquement, la fonction qui nous intéresse, c'est la fonction qui prenait n'importe quoi, puis qui nous donnait n'importe quoi à la n. Fait que la fonction de x plus delta x, c'est x plus delta x à la n, moins x à la n sur delta x. Faites attention, ça, ce n'est pas égal à x à la n plus delta x à la n. Il faut se servir de la formule du binôme
pour trouver l'expansion. Hein? Parce qu'en général, x plus delta x au carré, c'est pas x au carré plus delta x au carré. C'est vraiment x au carré plus 2x delta x plus delta x au carré. En tout cas, si vous faites le calcul jusqu'à la fin, vous allez vous retrouver avec n fois x à la n-1. Ça démontre ce que vous cherchez vraiment. Notation de Leibniz, c'est la même règle de dérivée. Là. Le principe est le même. Tout ce qui change, c'est la façon dont on l'écrit. La dérivée par rapport à x, x à la n, et nx à la n-1. Fait, comment est-ce que vous vous y prendriez pour calculer la dérivée des trois fonctions qui sont là? Le truc, c'est simple. Vous commencez par identifier le n, ce qui joue le rôle de la puissance. Et ensuite, vous appliquez la formule, la règle directement. Je vous laisse un peu de temps pour essayer de le faire par vous-même. Quand vous serez prêt à réessayer, vous partirez la vidéo. Dans le premier cas, le n, c'est 8. Fait que selon la règle, f' de x, ça va être, on prend le 8, on l'abaisse sur la ligne principale, x fois, j'avais initialement 8, je retranche 1, toujours moins 1 ici, ça nous fait 8x à la 7. Ici, notre n, c'était 1001, ce qui fait la dérivée d'y par rapport à x. Là, remarquez, je me suis dit, ici, on pose la question en donnant la relation explicite entre le y et le x. Je vais me servir de la notation de Leibniz. C'est pas obligatoire, mais c'est ce que je vais faire. Je prends le n, je l'abaisse, je retranche 1 de l'ancienne puissance. On retrouve avec 1001 x à la 1000. Finalement, g de p, c'est p au carré. C'est pas parce que la variable c'est plus un x qu'on ne sait plus quoi faire. C'est le même principe. Si vous n'êtes pas à l'aise, écrivez séparément g de x égale à x au carré. Dérivé en fonction de x, puis ensuite vous donnez le résultat en fonction de p. Mais vous pouvez vous y prendre directement. Ici, j'ai n égale à 2. La variable, c'est le x. Ce qu'on appelait x, pardon, c'est le p. Donc, je traite le p comme la variable, ce qui me donne g', dérivé de la fonction. La fonction c'est g, donc je cherche g'. Descend l'exposant 2, p égale à 2 moins 1. Si vous décidez de passer par les x parce que vous êtes plus confortable à faire le travail avec les x, il faut se souvenir qu'au bout du compte, votre réponse doit être exprimée en p. Elle doit être donnée dans la langue, la variable où la question a été posée. Quand on écrit g' de p, des fois ça peut être tentant de remplacer ça par g' de x. Ces deux choses-là ne sont pas les mêmes choses. Ici on dérive par rapport à p, ici on dérive par rapport à x. Des fois, c'est pratique d'utiliser la notation de Leibniz pour se rendre compte qu'on n'a pas les mêmes termes. Si c'était des fractions, vous seriez en train de diviser par quelque chose d'autre. On peut aussi s'intéresser aux fonctions qui sont constantes, c'est-à-dire des fonctions pour lesquelles le graphique, c'est une droite horizontale.
si on se souvient que la dérivée, c'est supposé nous donner la pente de la droite tangente au graphique, je prends n'importe quel point sur le graphique, mettons que je prends celui-ci, la droite tangente, c'est aussi la droite horizontale. C'est la même droite. Puis ça, ben, c'est une pente qui est nulle, parce que c'est une droite horizontale de pente nulle, pente 0. Fait qu'on s'attendrait à ce que la dérivée d'une constante, ça devrait être 0. Effectivement, c'est le cas. C'est pas nécessairement le cas parce que une constante, c'est comme un polynôme de degré 0. C'est surtout le cas parce que si on remplace la valeur de la fonction dans la dérivée, la définition de la dérivée, on obtient 0. Puis ben ça peut être utile. Si on sert la notation de Leibniz, on écrirait ça comme la dérivée d'une constante par rapport à x, c'est 0, dy dx est égal à 0. Ou si vous préférez, d dx de la fonction qui prend toujours la valeur k, c'est toujours 0. Si je vous demande de calculer la dérivée de m égale à k par rapport à n, c'est 0. Faites attention, par exemple, si je vous demandais de calculer la dérivée de m par rapport à k, si m est égal à k, ben là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce qui ressemblait à une constante dans la façon dont je écris ma fonction, c'était pas vraiment une constante, c'était une variable. C'est ça que le signe de la notation de Leibniz nous dit. La variable au dénominateur ou la lettre au dénominateur, c'est la variable dans le problème. Okay? Fait que ça nous permet de lire directement ce qui est supposé être la variable et ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qu'on fait si on travaille avec une fonction qui est le multiple d'une autre fonction? Par ça, j'entends une fonction du type, mettons qu'on avait g de x qui était la fonction x, par exemple. Ben, le multiple, par exemple, par rapport à le multiple, si k est égal à 3, ça serait 3 fois la fonction g de x. Dans ce cas-ci, spécifiquement, c'est 3x. 3x, c'est pas la même fonction que x. 3x, ça serait plutôt cette droite-là. Ils ont clairement pas les mêmes pentes, mais il y a un lien entre la pente de la droite tangente de la première puis la pente de la droite tangente de la deuxième. En général, si vous vous retrouvez avec une fonction qui est un multiple d'une autre fonction, par multiple, on entend le produit entre une constante et une fonction. Mais la dérivée, on la calcule tout simplement en multipliant la constante par la dérivée de la fonction g. Ça fait que si c'était le cas, si fx est 3 fois x, ben dans ce cas-là, la dérivée de x, ça serait la dérivée de 3x. 3x, c'est un multiple de la fonction x. On prend x, on multiplie par 3. Selon cette règle-ci, on peut tout simplement sortir la constante. Dériver ce qui reste. Ou encore, on utilise la notation de Leibniz. X, c'est x à la 1, c'est un polynôme, fait qu'on sert de la règle qu'on a vue la session précédente. Ça vous ferait 3 fois la dérivée de x à la 1. Alors 3 fois 1 fois x à la 1 moins 1, ce qui lui donne 3. OK? On va avoir une couple d'autres exemples.
qu'est-ce que c'est la dérivée de 3x à la 8? Ben, prenez 2-3 secondes pour y penser. Je vais vous servir de la règle de dériver des puissances entières puis de la règle de dériver des multiples d'une fonction. Quand vous serez prêt, vous pourrez repartir la vidéo. La dérivée, c'est la dérivée de 3x à la 8. On considère le 3 ici comme une constante. Le 8 aussi, c'est une constante, mais c'est une constante qui se retrouve à la puissance, fait que c'est pas du tout le même genre de truc. Selon la règle qu'on vient de voir, on peut sortir le 3. Il faut trouver la dérivée de x à la 8. X à la 8, on connaît sa dérivée. C'est 8 fois x à la 8 moins 1, ou si vous préférez, une fois qu'on fait le ménage dans tout ça, on se retrouve avec 24 x à la 7. Qu'est-ce que j'obtiendrais si j'avais le truc suivant? Ben, la dérivée de u par rapport à w, c'est ce que je cherche. Pensez-y, quand vous serez prêt, vous partirez le vidéo. Ça serait la dérivée de 1000 fois w à la 1000. On sort la constante. Il me reste 1000 fois la dérivée de w à la 1000. Puis w à la 1000, c'est une puissance entière. Selon la règle, on prend le 1000, on la baisse, et on multiplie ça par w fois 1 de moins que la puissance originale, ce qui se trouve à être 1 million fois w dans 999. La dernière fonction, h de x, est une constante. On peut la dériver directement parce que c'est supposé être une constante. Puis on sait que la dérivée d'une constante, c'est 0. Ce que je vous propose de faire ici, c'est de voir comment on peut se servir aussi de la règle de multiplication par une constante. Avec h de x, c'est 3, c'est vrai. On va réécrire 3 comme étant 3 fois 1. Ce que ça veut dire, c'est que la dérivée de h, ça va être 3, la constante, fois la dérivée de 1. On sait que la dérivée de 1, la dérivée de 1 c'est 0, je me retrouve avec 0. Ben, ça donne la même réponse, mais ça serait plus simple de se souvenir que 3, c'est une constante. Selon la deuxième règle de dérivée qu'on a vue, il faut que sa dérivée soit nulle. Ici, la forme spécifique de la fonction g n'est pas importante. Cette règle-là fonctionne pour tous les multiples d'une fonction. Mettons que par exemple, on vous disait qu'il y a deux fonctions qui existent qui s'appellent sinus et cosinus, et que la dérivée de la fonction sinus, c'est le cosinus. Avec cette information-là, vous êtes capable de calculer la dérivée de 3 fois sinus. 3 fois sinus, par exemple, ça serait automatiquement, selon la règle qu'on a vue, la dérivée de 3 sinus, de x. 3, c'est une constante, on peut le sortir. On va retrouver avec 3 fois la dérivée de sinus de x, puis on vous a dit que la dérivée de sinus, c'était cosinus. Ça fait 3 fois cosinus de x, même si vous connaissez absolument rien au sujet des fonctions sinus et cosinus, à part pour le fait que la dérivée de sinus, c'est cosinus. Dans le même ordre d'idée, on
a la dérivée d'une somme de fonctions. Pour pouvoir dériver un polynôme général, il faut savoir dériver les sommes. C'est-à-dire que, est-ce que je suis capable de simplifier le calcul de la dérivée ici en regardant le calcul de la dérivée de ce morceau-là, puis de ce morceau-là. En général, si vous avez deux fonctions qui sont différentiables, ça veut dire deux fonctions dont la dérivée existe, ben, la dérivée de leur somme, ça va être la somme des dérivées. C'est une règle très utile, c'est pas une règle super surprenante. On s'attendrait à ce que ça soit le cas. Je vous passe la démonstration, mais vous pourrez la suivre ici si ça vous intéresse. Avec la notation de Leibniz, c'est encore relativement clair. Si vous avez une quantité y qui est la somme de deux autres quantités, ben la dérivée d'y par rapport à x, ça va être la dérivée de la première par rapport à x plus la dérivée de la deuxième par rapport à x. Comment est-ce que vous vous y prendriez pour calculer les dérivées des quatre fonctions qui sont là? Je vais vous laisser le temps d'y penser. Quand vous serez prêt, vous pourrez repartir la vidéo. Officiellement, on commence par se servir de la règle des sommes. Fait que si f de x est 227x à la 1001 plus 3x à la 8 plus x au carré, ben, je peux écrire ça comme étant 227x à la 1001 plus 3 fois x à la 8 plus x au carré. D'accord avec moi, j'ai juste placé les parenthèses là où elles devraient aller. Parce que je m'intéresse seulement à les additions. Les parenthèses peuvent aller n'importe où sans problème. Fait que la dérivée, selon la règle des sommes, ça serait la dérivée du premier terme plus la dérivée du deuxième terme. Par deuxième terme, j'entends ce qui se passe à l'intérieur ou ce qui se retrouve à l'intérieur des parenthèses ici. Comment est-ce que je dérive ce morceau-là? Ben, je me sers de la règle de dériver du multiple d'une fonction par une constante. La constante, c'est 227. On peut la sortir. Il va me rester x à la 1001. Puis comment je dérive ce morceau-là? Mais ça aussi, c'est une somme. Il y a deux termes. Alors, selon la règle de dérivée des sommes, ça deviendrait la dérivée de 3x8 plus la dérivée de x au carré. Étape suivante. Je fais la dérivée de x à la 1001. C'est une puissance entière positive. On prend l'exposant, on l'abaisse. Et la nouvelle puissance, c'est une de moins que celle qu'on avait avant. L'autre terme, ben, c'est une multiplication par un constant, c'est un multiple. Fait que je sors le 3, il me reste x à la 8, la dérivée de ça, plus la dérivée de x au carré, c'est une puissance entière positive, ça fait 2 fois x à la 2 moins 1. « 227 fois 1001, ça vous fait 227 000 plus 227. Fait que 227 1227 fois x à la 1000 plus 3 fois ben, la dérivée de x à la 8. Ça va être 8x à la 8 moins 1 plus 2 fois x à la 2 moins 1, ça devient plus 2 fois x. Puis là, ben, je peux faire la dernière simplification. 227 227 x à la 1000 plus 24 x à la 7 plus 2x. C'est comme ça qu'on est supposé le faire de façon formelle. En pratique, c'est pas vraiment ça qu'on va faire. On va simplifier la tâche. Je vais dire, écoute, c'est pas difficile. J'ai trois termes, c'est une addition. Je peux aussi faire la dérivée. Chacun des termes et les additionner. F' de x, ça va tout simplement être 227 x à la 1001
plus la dérivée de ça plus la dérivée de 3x à la 8 plus la dérivée de x au carré. Pas besoin de mettre mes parenthèses ici au départ quand je travaille avec des sommes. Puis bien, vous continueriez de cette façon-là. Ça fait vraiment le résultat. Ça fonctionne même si les sommes sont des soustractions. Hein, quand on écrit moins 9 à la U3 ici, on pourrait vraiment voir ça comme étant U à la 7 plus moins 9 U à la 3. Et là, ben, si le temps vient de calculer la dérivée, on fait la dérivée de h. Ça va être la dérivée de U à la 7 plus la dérivée de moins 9 U à la 3. La dérivée de U à la 7, c'est tout simplement 7U à la 6. Puis là, vous remarquez, je ne passe pas mon temps à écrire 7 moins 1. Je sais 7 moins 1, ça donne 6. J'ai une constante, la constante moins 9, je la sors, puis il va me rester la dérivée de U à la 3. 7U à la 6, moins 9 fois 3U à la 2. Là, ben, on fait la simplification finale. Vous pourriez, si vous insistiez, faire la factorisation. Comme ça, mais là, il faudrait aussi factoriser ce morceau-là. C'est une différence de carré, c'est juste pas une très belle différence de carré. Fait qu'à ce point-ci, bon, on peut bien le laisser comme ça pour l'instant. Plus tard, on va voir que si on veut se servir de la dérivée pour faire des trucs, chapitre 6, ça va être important qu'on apprenne à factoriser ou qu'on se rappelle de factoriser la dérivée dans son entièreté. Ici, on peut juste calculer la dérivée, c'est pas essentiel de le faire. Pour l'exemple numéro 3 et 4, je ne les fais pas au long, je fais juste vous faire une couple de remarques. Q à la 8 plus 100 000 Q à la 3 plus pi. On ne spécifie pas c'est quoi la variable, mais il faut comprendre la façon dont c'est écrit ici, qu'on s'intéresse à la dérivée de P par rapport à Q. C'est Q qui est la variable. Et là, ça veut dire que j'ai un Q ici, j'ai Q ici. Ce symbole-là, pi, c'est pas la variable. Puis ici, on pense que ça représente le pi qui vient avec le cercle. Mais pi, ça pourrait aussi être le nom d'une variable. Vous pourriez écrire une fonction qui ressemble à ceci, là. Le truc qui vient à l'intérieur de la fonction, ça peut être n'importe quoi. En général, on essaye d'éviter de se servir de pi, parce que c'est le symbole qu'on réserve pour le rapport entre la circonférence et le diamètre d'un cercle. Mais en pratique, n'importe quoi pourrait rentrer. Fait qu'il ne faut pas tomber dans le panneau. Il faut reconnaître ici que ça c'est une constante, même si c'était pas pi, c'est une constante parce que la variable spécifiquement c'est Q. Okay. Comme je vous ai mentionné tout à l'heure, le résultat de la somme des dérivées, c'est valide même si vous avez plus que 2 termes dans votre somme. Si vous aviez 3 termes, la dérivée d'une somme de 3 termes, c'est une somme de 3 dérivées. Et ainsi de suite. Maintenant qu'on a ça, on va revisiter la dérivée d'une puissance entière positive. Ce qu'on aimerait faire, c'est travailler avec des fonctions qui vont être des puissances entières d'une fonction continue, d'une fonction différentielle. Quand j'écris ça ici comme ça, j'ai en tête des expressions du type comme celle-ci. Ou encore
comme celle-ci. Ça ne dérange pas trop si on ne sait pas c'est quoi qu'il y a à l'intérieur, mais une fonction qui est la puissance d'une autre fonction. Ben, si le truc qui est à l'intérieur, votre fonction intérieure, est différenciable et continue, il y a moyen de calculer la dérivée assez facilement, puis on va se baser sur le cas particulier où la fonction, ça va être celle-ci. Hein? C'est un exemple de cette forme-là. Si on prend que g de x, c'est x tout court. Ouais. On sait que si g de x est égal à x, la dérivée de g de x à la n, ça va être n fois x à la n moins 1. Vraiment n fois g de x à la n moins 1. Mais, il y a un truc particulier là-dedans. Laissez-moi vous le réécrire de la façon suivante. La dérivée de x à la n, c'est effectivement n fois x à la n moins 1 fois la dérivée de x. Parce que la dérivée de x par rapport à x, c'est 1. Quand je multiplie par 1, je ne change rien au résultat, là. Mais cette forme-là nous indique, grosso modo, ce que la dérivée d'une puissance entière d'une fonction continue et différenciable devrait être. On va passer la démonstration. La notation de Leibniz nous aide à comprendre peut-être un peu plus ce qui se passe. Si vous écrivez y comme étant u à la n, puis là, c'est pas explicitement écrit. Mais après, lorsque je vous demande de dériver y par rapport à x, ce que ça veut dire, c'est que u pourrait contenir des x. Fait que des fois, ça va être écrit de la façon suivante. La dérivée de y par rapport à x, ça serait n fois u x à n-1, puis là, ça a du sens. Je vais calculer la dérivée de u par rapport à x. Si ça se trouve qu'il n'y avait pas de x dans la fonction u, je vais vous donner un exemple de ce que j'ai en tête. Mettons que j'avais y est égal à à la n. Vous voyez, il n'y a pas de x ici. Quand le temps vient de faire la règle, dérivée en chaîne, ben, je dérive par rapport à x. Fait que ça serait n fois 3 fois n-1, selon le morceau qui est ici. Là. Ce morceau-là ici, c'est supposé être u. Fois la dérivée de u, qui est 3, par rapport à x. La dérivée de 3 par rapport à x, c'est 0. Fait que 0 fois 0, ça me fait 0. Fait que la dérivée serait 0. C'est ce qu'on s'attendrait à voir. 3 à la n, c'est une constante. N, c'est un nombre entier qui est donné. On ne sait pas c'est quoi, mais il est donné, il est fixe, il y en a juste un. Puis 3 à la n, ben, c'est un nombre. Puis la dérivée d'un nombre, c'est 0. Fait que si ça se trouve qu'il n'y a pas de x dans la fonction u, cette règle-ci est encore valide. Parce que le morceau qui va être ici va vous donner un 0. Puis s'il y en a des x dans la fonction u, ben, c'est valide parce que c'est valide. Fait que comment est-ce qu'on s'y prendrait avec ces deux fonctions-là? Pensez-y 2 secondes, puis quand vous serez prêt, on repartira la vidéo. Il faut commencer par identifier le n. Ici, n, ça va être le 9, puissance, puis g de x, c'est le truc qui se retrouve à l'intérieur. 2x carré plus 3x. Selon la règle qu'on vient de voir, on commence par abaisser la puissance. 9 fois ce qu'il y a à l'intérieur
1 de moins que la puissance. Donc là, c'est le morceau qui est ici. Et ensuite, il faut aussi multiplier par la dérivée de l'intérieur. C'est pas bien compliqué. 9 fois 2x carré plus 3x à la 8. Ça change pas. Puis la dérivée de ça, ben, écoutez, c'est une somme de fonctions. Puis chacun des termes dans la somme sont des polynômes fondamentaux. Je vais faire le calcul directement. 4x plus 3. La dérivée de 2x carré, ça fait 4x. La dérivée de 3x, ça fait 3. C'est aussi simple que ça. Voyons voir si on a bien compris ce qu'on était supposé faire. On va calculer la dérivée de z par rapport à alpha. Puis ça va être dans la notation de Leibniz. Pas essentiel, mais ça va être plus simple. Selon ce qu'on a vu ici, ça va être... Ben, il faut que je trouve le n. Le n, c'est quoi? Le n, c'est 3. C'est 3 ici. Il faut que je trouve un u. Le u, c'est quoi? Ben, le u, ça va être ce morceau-là. On ne spécifie pas par rapport à quelle variable on est en train de dériver, mais il y a juste alpha qui a du sens ici. On n'est pas en train de dériver par x. Fait que selon la règle, ça nous ferait n qui est 3 fois u qui est 36 alpha à la 8 plus 3 alpha à la n-1 qui est 2 fois la dérivée par rapport à alpha 36 alpha 8 plus 3 alpha. Puis là, encore une fois, ça c'est un produit. Enfin, c'est une somme de termes qui sont des polynômes fondamentaux. Dérivée de 36 alpha 8, ça va être 8 fois 36 alpha 7 plus 3. C'est un produit ici. C'est pas essentiel de faire la simplification.